Nous sommes toujours sur le Festival du Livre de Colmar avec Radio RDL 103.5 et je me trouve avec Marie-Caroline Pro. Bonjour Marie-Caroline. Bonjour. Marie-Caroline, que je vais te tutoyer si tu veux bien. Avec plaisir. Pour parler de ton livre, pas un ouvrage important, je trouve, qui s'appelle La poésie des nuages. D'abord, le titre est magnifique. La poésie des nuages. Qui n'a jamais eu envie de parler de la poésie des nuages? Nous regardons tous à un moment ou à un autre les nuages. Est-ce que c'est quelque chose de particulier, Marie-Caroline, la poésie des nuages? Ça m'a suivi toute ma vie et je crois que le titre est la partie la plus intime du livre. Pourtant tu l'as lu, tu sais qu'il y a beaucoup de choses. Effectivement, comme tu le dis, je pense qu'à un moment ou à un autre de notre vie, on lève tous les yeux au ciel pour regarder les nuages. Malheureusement, peut-être certains arrêtent de le faire. C'est un peu peut-être ce qu'on appelle oublier d'être un enfant et de garder son âme d'enfant, parce qu'il se passe beaucoup de choses quand on regarde déjà le ciel n'est jamais similaire. C'est un peu, on se baigne jamais deux fois dans la même rivière, c'est un peu ça. C'est plus grand que nous, c'est plein de contradictions, c'était là avant nous, ça a créé la terre, ça nous englobe, c'est plus fort que nous, c'est lent mais puissant. C'est très lourd, un nuage pèse des milliers de tonnes, des millions, et pourtant il flotte. C'est assez magique et la façon dont ça chatoie avec les couleurs, et pour moi c'est une thérapie gratuite de regarder le ciel et les nuages. Peut-être une thérapie pour beaucoup d'autres aussi, parce que ça bouge, le nuage. Ouais. C'est-à-dire c'est précisément en mouvement, ça prend des formes. Et parfois ça nous parle, on se dit tiens c'est un animal, tiens c'est un humain, et ça reprend toutes les formes de ce que nous vivons. C'est à la fois du réel et de l'imaginaire. Et le terme de poésie que tu utilises, qui évidemment ne correspond pas du tout à ce qu'on appelle en général la poésie, comme dit Lacan. Donc là, on est dans la poésie, c'est-à-dire dans la reconstruction, dans la création de soi. C'est ça, tout à fait. C'est presque... J'ai utilisé poésie parce que je veux y voir du beau. Mais c'est presque une philosophie. C'est presque une philosophie de se repositionner comme petite goutte d'eau sur la planète Terre, qui ne faisons que passer, et ça met en perspective nos soucis, nos angoisses. En plus, la lenteur des nuages ralentit quelque chose qui nous apaise immédiatement. Mais effectivement, la poésie, c'est faire de ce que le réel impacte dans nos émotions, nos sensations, une création. Quelque chose de beau, quelque chose qui nous porte. Et poétique, je trouve, en tout cas dans ce que tu écris, le fait de pouvoir faire de ta vie à la fois, je dirais, non pas une œuvre, mais quelque chose de matérialisé dans des mots. Et les mots sont extrêmement importants pour toi. Tu leur donnes à chaque fois une définition. Tu t'y accroches. Il y en a un auquel tu t'accroches terriblement, je dirais, j'y reviendrai, c'est le mot diagnostic. À un moment donné, c'est-à-dire c'est une accroche sur l'ensemble. On y reviendra. Pourquoi? Parce que quelque chose est dit. Le diagnostic, c'est un ensemble de mots, et là quelque chose sera dit qui n'était pas dit avant. Excellent. Et pendant longtemps tu cherches des mots que tu ne trouves pas, et tu n'as que des mots, c'est bête, mais je dirais des mots MAUX, c'est-à-dire parce que ces mots tu les as avec le monde, tu les as avec le travail, tu les as avec tes amours. C'est évidemment toujours comme ça, puisque là où on est fêlé, c'est entre le travail, les amours et la maladie. Et tu te demandes ce que tu fais là-dedans et comment tu vas pouvoir t'en sortir. Et tu cherches les mots pour y arriver. C'est exactement ça. On en parlait juste avant. Parmi mes symptômes, il y a l'alexithymie. J'ai besoin des mots pour comprendre ce que je suis en train de vivre intérieurement. Et c'est vrai que le jeu sur l'homophonie, mots MAUX et mots MOT, c'est vraiment très parlant. On a besoin de poser des mots sur ce qu'on vit. C'est une façon de décrypter ce qu'on vit.
Tout à fait. Et effectivement, je suis intéressée par les mots parce que ça exprime la pensée, mais ça la limite aussi. Mais ça permet de communiquer, surtout. Oui, parce que je prends toujours cette bascule où tu apprends à trouver le mot qui convient, qui te permet, je dirais, alors je sais pas si c'est juste, mais de t'identifier, parce qu'à ce moment-là, c'est comme si une identité était tombée que tu n'avais pas réussi au préalable, parce qu'on s'identifie toujours par rapport aux autres. Alors ces autres, c'est pas très facile pour toi. La vie avec les autres n'était pas facile, je dirais ça comme ça. En tout cas, tu en parles. Tu as aimé la mer, tu as aimé le monde, tu as aimé la vie, et ça t'a beaucoup sauvé des souffrances aussi. Je me trompe pas? Absolument. Et l'humain aussi. Je trouve que c'est passionnant. Il y a eu de très beaux moments dans cette partie de souffrance. Qui est la tienne, de la première partie de ton livre, même dans tes amours, je dirais. Parce que ce sont de beaux amours en même temps. Vraiment. C'est pas toujours le cas, parce que tu n'es pas une femme qui a souffert de violence, en ce sens-là. La violence, elle était plutôt en toi, parce qu'il y a quelque chose que tu ne comprenais pas, qui te séparait, comme s'il y avait eu une séparation, une coupure de ce que tu étais. Est-ce que je me trompe? Non, complètement. Tu parlais d'identité et que le diagnostic redonne une identité. En réalité, on se donne une identité. Par contre, on peut se tromper sur cette identité. Et avant le diagnostic, c'est l'identité « je ne suis pas à la hauteur sur tous les terrains ». Mais justement, comme tu dis, ouais, j'ai toujours cherché, j'ai toujours été intéressée par l'autre, par trouver le beau là où je pouvais. Ça m'a vraiment sauvée. D'observer, d'essayer de comprendre. Alors excuse-moi, je pars un peu dans tous les sens. Non, pas du tout. Je suis très proche de ça. C'est vrai. Ouais. Je pense que moi aussi, de mon côté, j'ai pensé que seule la beauté, à un moment donné, sauvait. Parce que s'il n'y avait pas la beauté, bah, ce serait absolument terrible. Et on s'y raccroche comme on se raccroche aux nuages. Et puis c'est cette beauté-là, parce qu'il y a le ciel qui est bleu. Bon, il est bleu, a priori, il n'est pas bleu, mais il est bleu pour nous. C'est quand même formidable qu'il soit bleu pour nous. Et ça se joue, et puis les nuages prennent des couleurs aussi. Oui, et il y a les arcs-en-ciel, il y a énormément de couleurs dans le ciel. Alors, si tu veux bien, reprenons ce moment où quelque chose s'est dit. Alors, disons-le, alors là, un peu bêtement, tu te retrouves avec un double diagnostic. Oui. À la fois TDAH et un endroit dans le spectre. C'est pas celui de l'arc-en-ciel, mais c'est celui... Pourquoi pas ? C'est celui de ce qu'on nomme le spectre de l'autisme. Et à ce moment-là, tu te dis, j'ai aussi le droit d'avoir le mot qui dise ce qui m'arrive. Et ce qui m'arrive, il n'y a pas qu'à moi que ça arrive, parce que pendant assez longtemps, tu penses être toi-même responsable de ce qui t'arrive jusqu'à un certain point. Et là, tu ne l'es plus de la même façon, parce que tu as le mot et peut-être la possibilité d'avoir d'autres gens qui sont là-dedans, et la possibilité aussi de pouvoir trouver, je dirais non pas une solution, mais une thérapeutique particulière par rapport à ça. Non pas, je dirais, pour t'en sortir complètement, mais pour savoir ce qu'il en est de toi. D'où tu t'identifies aussi par le savoir. Et je trouve que c'est beau ça aussi, parce que tant qu'on est ignorant, il y a quand même un certain savoir de cette psychologie là, en tout cas aussi bien des sciences du cerveau, des sciences de l'esprit, la neurocognition, de la neurocognition. Et ça, c'est très important pour toi, parce que tu découvres et bien que voilà, on peut le décliner, on peut en parler, et d'autres en ont aussi, on peut aussi partager. C'est hyper important. Mais c'est le cas apparemment de beaucoup d'autistes sans déficience qui le découvrent sur le tard. Ils finissent par se renseigner, il y a un besoin de comprendre, et ça fait partie du profil, on va dire. Et moi, c'est ma façon de lier avec les autres, c'est d'être dans l'action.
Ça se sent d'ailleurs dans cette dernière partie qui va arriver, parce que c'est comme si tu avais tout à c'est comme si dans un premier temps tu étais submergé par ce qui t'arrive, et lentement tu prends possession de ce qui t'arrive. Tu en prends possession au sens où tu peux non pas le dominer, mais au moins être au-dessus. Être capable de maîtriser quand même au moins quelque chose de cette affaire-là. Bah, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est exactement ma démarche. J'utilise mon vécu en estimant que j'ai beaucoup de chance, parce que je travaille énormément. J'ai acquis une autonomie. Maintenant, je comprends à quel prix, je comprends comment ça s'est fait, et c'était tard. Mais beaucoup de personnes sur le spectre ne travaillent pas, et c'est vraiment quelque chose que je veux faire changer. Et du coup, j'utilise mon propre profil, mon propre vécu pour créer des outils tout simples pour créer ce dialogue qui manque. Et tu es à ce moment-là lié aux autres, un groupe qui s'appelle Typique Atypique. Oui, alors c'est une association de pères aidants dans la neurodiversité. C'est une association qui touche toutes les neurodiversités, aussi bien Gilles de la Tourette que le HPI. C'est pas forcément limité à la pathologie. En plus, ça se discute. Est-ce que l'autisme est une pathologie ? C'est plutôt une différence. Et du coup, cette association, je l'avais rejointe pour mon enfant. Et comme beaucoup de parents, on réalise qu'on est concerné aussi au fur et à mesure. Et donc là, on s'entoure de gens qui sont à la pointe des connaissances, parce que le milieu médical est un peu en retard. Et on fait des découvertes chaque jour, déjà sur le cerveau et sur la neurodiversité. Par exemple, on est en train de voir qu'il y a quand même énormément d'autistes qui sont également avec un TDAH, et que il y a des liens là-dedans. Voilà, donc rejoindre une asso, c'est déjà rejoindre des gens avec qui on se comprend. Et pour avoir parlé à des autistes là dans le cadre d'un projet que je suis en train de monter, ça leur a fait un bien fou de parler à des gens qui pouvaient les comprendre, en fait. Parce que comprendre, alors tu comprends aussi par rapport à ta fille. Je n'ai pas pris ce chemin-là, parce que c'est au travers de ton enfant que tu reviens à toi. Oui. Au fond, c'est l'enfant qui te met un peu, qui permet cette gestation chez toi. Et après que toi tu l'aies mis au monde, l'enfant presque te met au monde pour mieux te comprendre. C'est une impression que j'ai eue. Je crois que tous les parents le ressentent. En fait, les enfants nous font deviennent nos parents. Enfin, ils nous font grandir. Ouais. Ils nous éduquent et ils touchent les points sensibles. Et donc, soit on reste en tension, soit on se demande ce que ça fait résonner chez nous, et on avance et on progresse avec eux. Et du coup, rentrons dans cette compréhension. Tu comprends que tu as deux choses très différentes. Et ces deux choses très différentes, à la fois ce qu'il en est du spectre là où tu es dans l'autisme et le TDAH, eh bien, sont totalement différents. L'un, non seulement compense l'autre, mais cache l'autre. C'est-à-dire que on n'arrive pas à comprendre le symptôme de l'un, parce que le symptôme de l'autre en est l'opposé. Et tu es dans une situation, du coup, très difficile, parce que soit on considère que tu es TDAH, soit on considère que tu es autiste, et en fait tu n'es aucune des deux, parce que les deux se phagocytent. C'est tu as tout compris. Et d'ailleurs, le DSM n'autorisait pas le double diagnostic jusqu'en 2013. Ah ben voilà. Parce que nous sommes dans une logique qui fait que c'est blanc ou c'est noir. Exact. Mais ça peut pas être les deux. Non. C'est-à-dire, c'est une logique absolument binaire, et elle fonctionne tout le temps et partout. On s'en rend même pas compte. Et il nous manque de la nuance. Ouais. On doit entrer dans le monde de la nuance. Je trouve que tu le fais, et tu es obligé de le faire, et c'est ton trajet. Ouais. et ce trajet, tu le partages. Tu le partages vraiment avec les autres. Alors, dans ces deux dernières parties que j'ai trouvées particulièrement belles, parce que elles sont, comment dire, le partage qui est le tien, de ta propre expérience, de ta propre traversée, parce que c'est une traversée pas du tout facile, hein, vraiment, qui est importante. Tu veux le partager avec les autres. Et juste, qu'est-ce que tu as envie de leur dire, vraiment? Parce que je ne vais pas le dire à ta place, parce que c'est toi qui le dis. Alors, c'est un message un peu pour les neurotypiques et les neuroatypiques.
nous sommes complémentaires. Il faut oser être soi et nous sommes complémentaires. D'accord. Mais je trouve aussi que tu leur dis aussi de faire confiance à la science. La science est en perpétuelle évolution. Ce qui un peu des fois me met en friction, ce sont les médecins qui pensent tout savoir. Non, en fait, il faut suivre les études, il faut se renseigner et il faut regarder en face que la neurodiversité est très peu enseignée dans les cursus de médecine, voire en psychiatrie. Donc j'ai déjà entendu des énormités dans la bouche de psychiatres. Je préfère les médecins qui me disent « je vous avoue franchement que j'y connais rien ». Bah, renseignez-vous, il n'y a pas de souci. Moi C'est non très plus, bien. je ne connaissais pas. Tu le dis parfaitement. Je dis faire confiance à la science en prêtant attention à tout ce que la science peut avoir de préjugés, parce qu'il y en a plein. Tout à fait. La vraie science évolue perpétuellement. Voilà. Et je trouve que l'ensemble de ce que tu as à dire, c'est positif. Et ça, c'est vraiment le renversement complet. Le début est très négatif et la fin est magnifiquement positive. Comme les nuages qui ont vraiment accompagné l'ensemble de ta vie. C'est pour ça que c'est poétique aussi, parce que la fin est assez belle. C'est gentil, je suis touchée que tu aies ressenti ça. Je crois que c'est Shakespeare qui disait « tous les nuages n'engendrent pas des tempêtes ». Il ne faut pas avoir peur des nuages en fait. Voilà. Ben, merci beaucoup Marie-Caroline, parce que vraiment moi ça m'a énormément plu et ça m'a même aidé moi-même. Excellent, c'est Merci. le plus beau compliment. Merci bien. Merci à toi.